À la une de ce journal, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a une nouvelle fois récusé la composition de la CENI et celle de la Cour constitutionnelle. Emmanuel Ramazani Shadari l'a dit à la délégation de la Commission d'intégrité et médiation électorale qui est en consultation des parties prenantes aux élections. Alors qu'il entame une tournée dans l'Est de la RDC ce lundi déjà, Vital Kamerhe paierait les frais de l'état de siège. Le maire policier de Goma, Kabeya Makossa François, interdit son meeting dans le chef-lieu de la province. Mais Vital Kamerhe a quand même les bonnes faveurs du gouverneur militaire. Et dans le monde, le cortège funéraire de la reine Elisabeth II est arrivé ce dimanche à Édimbourg, dernier voyage avant de regagner mardi Londres. Les funérailles d'État auront lieu le 19 septembre. Bienvenue à vous tous et merci de nous suivre sur Télé 50. Ouvrons ce journal avec le processus électoral. Le PPRD insiste sur l'organisation des élections dans le délai constitutionnel et en même temps continue de récuser l'actuelle composition de la CENI. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a réitéré sa position aux représentants de la CIME venus les consulter dans le cadre de sa mission de médiation électorale. Après le centre, la délégation de la Commission d'intégrité et médiation électorale, conduite par le révérend pasteur Dodo Kamba, s'est rendue au siège du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie dans le cadre de la tournée qu'a entamée la CIME pour recueillir les avis de la classe politique et de la société civile sur le processus électoral en cours et l'insécurité grandissante à l'est du pays. Au cours de cette séance de travail, le secrétaire permanent du PPRD, le professeur Emmanuel Ramazani Shadari, a rappelé que le parti porte-étendard, acteur majeur du processus électoral, réitère sa volonté de concourir aux élections de 2023 moyennant le respect de plusieurs préalables, notamment la mise en place d'un bureau consensuel de la CENI et l'organisation dans les délais des élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées. S'il n'y a pas d'élection en 2023, sans présenter des raisons objectives, s'il n'y a pas d'élection objective, nous n'allons pas accepter qu'il n'y ait pas d'élection à la fin de l'année 2023. Nous sommes dit par exemple, il n'y a pas d'argent à apporter. C'est vrai. Bon, il n'y a pas d'argent, mais on n'a pas fait le détournement oppositif. Le PPRD rappelle également les prérogatives du gouvernement national afin d'éradiquer l'insécurité grandissante à l'est de la République démocratique du Congo. Ce parti récuse par ailleurs la composition de la Cour constitutionnelle. Et dans l'actualité également, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo a confirmé l'arrivée ce dimanche du bateau de 28 000 tonnes métriques d'essence par Ango dans la province du Congo central. Selon lui, cette quantité permettra à la ville de Kinshasa de s'approvisionner en carburant en attendant l'arrivée d'un autre bateau. On l'écoute. On avait pris des mesures pour ne pas être à sec parce que le bateau qu'on attendait devait arriver le 14. Le temps de faire le déchargement, il fallait compter 4 à 5 jours. Donc, le temps de décharger, on aurait pu avoir le produit à Kinshasa entre le 19 et le 20. Le fait qu'on a trouvé un autre bateau de 28 000 tonnes métriques d'essence, ce bateau-là est à proximité. Donc, il arrive dimanche. Donc, disons que ça nous fait déjà gagner presque 4 jours. On a essayé de voir avec la quantité que nous avons. Si on remet à servir normalement, logiquement, on n'aura pas de problème le temps que l'autre quantité puisse monter à Kinshasa. Et c'est ce qu'on a dû appliquer. Ce stock-là va nous servir de stock tampon, de stock stratégique. C'est le gouvernement qui l'achète via la société nationale Kobi. Donc ces stocks-là, on va commencer à les renouveler à chaque fois. On sait qu'on aura au minimum 28 000 tonnes métriques d'essence, qui est pratiquement une consommation d'un mois en termes d'essence. On s'est mis d'accord avec les sociétés logistiques comme la Saucire et CEP qui vont commencer à garder ce stock-là pour qu'on ne retombe plus dans ce qui nous est arrivé là.
Et un invité dans ce journal pour un peu décrypter ce sujet d'actualité, la pénurie de carburant qui tient pratiquement en haleine toute la capitale. Il s'agit d'un membre de l'UDPS, Deo Bizibou Balola, secrétaire général adjoint du parti de Félix Tshisekedi. Bonsoir et merci d'être avec moi. Bonsoir, M. Gaëtan. Alors, on commence rapidement avec cette situation de pénurie de carburant. Est-ce que Didier Boudimou gère bien cette situation jusqu'à ce jour? Jusque-là, il s'en sort bien, mais disons que il a hérité une institution que tout le monde connaît. Retenons d'abord que par rapport au précédent régime, jusque-là, le gouvernement qui est en place a pu négocier avec les pétroliers. Vous savez que l'État prend en charge 1500 francs par litre consommé au Congo. C'est ce qu'on appelle manque à gagner que les pétroliers réclament chaque fois à l'État. Mais la solution la plus sûre, la plus efficace, se situe dans la mise en application des lois du pays. Nous avons ici la loi numéro 15/012 du 1er août portant régime général des hydrocarbures. Cette loi ici, à son article 116, il est prévu que l'État, à travers la Sonaïdroc, est censé disposer d'un stock stratégique. Et ce stock stratégique doit couvrir le volume de tous les produits consommés au Congo, couvrant la période de 60 jours. Et là, nous avons aussi le décret. Ces deux textes ici datent de 2015. Et il est prévu que le stock stratégique doit être physique. Ce n'est pas en argent. Ça veut dire que ça permet à l'État de réguler chaque fois qu'il y a une crise, tel que c'est le cas aujourd'hui. Il y a eu la guerre en Ukraine, ainsi de suite. L'État est censé disposer de ce stock physique. Vous voulez dire autrement que nous n'avons pas ce stock-là? Mais exactement, c'est pourquoi si nous attendons le bateau aujourd'hui qui est en route en train de venir, c'est parce que l'État n'a pas ce stock-là, pas en argent. Nous insistons, c'est un stock physique. Donc, alors ça permettait à l'État en ce moment de réguler même le prix par rapport aux pétroliers qui, par moment, viennent négocier avec l'État. Et ici, c'est très important. La loi insiste que c'est à travers la Sonaïdroc que l'État est censé intervenir. Donc la solution la plus efficace viendrait, bien entendu, l'État, le gouvernement et donc actuel, se bat bien, mais la solution la plus efficace, c'est d'avoir ce stock stratégique qui couvre en tout moment, de manière permanente, 60 jours de consommation de tous les produits ici et donc en RDC. Alors, autre sujet que j'évoquerai avec vous, c'est la situation à l'est du pays. Plus d'une année déjà avec l'état de siège et plus de 2 mois de l'occupation de Bunagana par le M23. Quelle est la réponse efficace pour mettre fin à ces attaques rebelles? La réponse la plus efficace est en train de venir, mais je voudrais attirer l'attention de nous tous. L'armée, on l'appelle la Grande Muette. Comme vous savez, cette armée que Félix Antoine Tshisekedi a hérité, c'est une armée qui a été travaillée par ses prédécesseurs, encadrée dans les constructeurs que tout le monde connaît. On dit l'armée est infiltrée, les services de renseignement sont infiltrés. C'est très important. On ne peut pas désamorcer une bombe en faisant du bruit. Voilà pourquoi ce qui est en train d'être fait par les chefs de l'État, par le gouvernement, on n'est pas là pour crier sur tous les toits. Mais c'est très important. L'armée que le président Félix Tshisekedi a hérité, c'était une armée qui était préparée. Au contraire, ceux qui ont quitté le pouvoir n'avaient pas prévu que Félix Antoine Tshisekedi reste au pouvoir pendant longtemps. Non. En fait, c'était une poudrière. C'était une poudrière. Dieu merci, on désamorce la bombe progressivement. Je voudrais dire, la solution la plus efficace consiste à disposer d'une force dissuasive. Et nous sommes heureux que le chef de l'État actuellement, depuis qu'il a accédé au pouvoir, quand vous comparez les dépenses liées à l'armée, depuis 2018 qu'il accède au pouvoir, il y a un taux qui s'accroît jusqu'à hauteur de 119% des dépenses de l'armée. Donc l'armée n'a jamais eu les moyens auparavant que l'armée qu'il a aujourd'hui. Alors comment conciliez-vous le fait d'avoir une armée forte et le fait pour notre gouvernement de demander de l'aide à la force régionale qui va incessamment arriver au pays? N'est-ce pas une contradiction là-dedans? C'est pas une contradiction. Je vous ai parlé de ce qui se fait qu'on ne doit pas venir créer sur tous les toits aujourd'hui. Et dans ce domaine de la sécurité. Et j'insiste en disant que le temps de détricoter, le temps de pouvoir désamorcer cette bombe, nous avons besoin des partenaires. Et je voudrais assurer d'abord en disant ceci. Peu importe la puissance des armes dont on peut disposer, c'est d'abord l'homme qui doit être au centre. Et voilà.
Félix Antoine Tshisekedi accède au pouvoir, il trouve cette armée-là. Un officier pour le former. L'officier, vous le formez, ça prend au moins 7 ans pour former un officier de l'armée. Et le chef de l'État travaille avec les mêmes officiers qu'il a rencontrés. Ça veut dire, comme j'ai dit, il désamorce la bombe. Vous en êtes où exactement dans ce désamorçage? Vous tapez encore les codes ou il faut enlever quelques fils? Écoutez, nous sommes très heureux de constater qu'aujourd'hui, c'est pour la première fois. On n'avait jamais vécu dans le temps passé des officiers qui détournaient la solde des militaires. Traduit en justice, on n'avait jamais connu ça. Mais ça se fait aujourd'hui et on le vit. Et on n'avait jamais connu dans ce pays des officiers radiés de l'armée. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'y aller. On va terminer avec les élections. C'est dans quelques mois, on l'espère bien en tout cas. Quel est l'état du parti au pouvoir? Pas qu'on l'espère bien, nous sommes en septembre. En fait, la Constitution prévoit que la CENI est censée convoquer l'électorat 90 jours avant la fin du mandat chef de l'État. On n'a pas à douter. Nous, l'UDPS, nous disons, il n'y a pas de glissement, nous devons aller aux élections. L'UDPS se porte bien. L'UDPS Vous êtes prêts pour les élections? Nous sommes prêts pour les élections. Vous avez suffisamment de moyens, justement? S'il vous plaît, nous avons déjà été aux élections par 2 reprises avant d'être au pouvoir. Nous y avons été en 2011, nous y avons été en 2018. Ce ne sont pas les moyens qui font qu'on puisse aller au pouvoir. Et plutôt qu'on puisse aller aux élections. On va aux élections parce qu'on est déterminé, on va y aller. Et c'est le cas de dire aux autres qui sont en face de nous, qui pensent qu'il n'y aura pas élection, qu'il y aura glissement. Non, non, nous, l'UDPS, cap sur les élections, pas de glissement d'un seul jour. On va aux élections. Merci Deyo Bizibou Balola, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS. Merci beaucoup, monsieur Gaëtan. Et en Ituri, la situation sécuritaire demeure sous contrôle des forces armées de la RDC qui se battent nuit et jour pour restaurer l'autorité de l'État. L'assurance est du porte-parole de l'armée dans cette province qui appelle la population à ne pas céder à la désinformation. La situation sur terrain est maîtrisée par les forces armées et nous pouvons même affirmer que c'est sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Hormis, vous le savez, là où il y avait des tensions, où il y a eu des attaques de groupes armés et pour le moment tout est revenu au calme et les forces armées se déploient du jour au lendemain pour arriver à arrêter ces tensions ou ces tueries, parce que nous pouvons le dire que ce sont que des tueries, les uns qui vont vers les autres pour s'attaquer. Et là, nous observons que c'est la population qui est en proie des groupes armés qui se battent pour le contrôle des ressources. Nous avons un autre plan de défense, de sécurisation de la province et même de la ville de Bunia. Toutes les velléités seront tout de suite là repoussées, détruites par les forces armées de la République démocratique du Congo. N'ayez pas peur et dénoncez. Et je dis aussi, c'est l'occasion pour nous, au nom du gouverneur militaire, commandant des opérations, que halte aux intox et surtout aux manipulations et aux messages de paix. Parce que les forces armées, nous sommes en train de faire les patrouilles nocturnes, diurnes, pédestres, motorisés, nuit et jour, dans les coins et recoins de la ville de Bunia, vous le savez, justement pour répondre à toute éventualité et à toute velléité de l'ennemi. Le président de l'UNC, Vital Kamerhe, entame ce lundi sa visite de paix dans l'est du pays, précisément d'abord dans le nord Kivu, une tournée qui sera lancée par un meeting populaire au stade Afia de Goma. Mais justement, le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Kabeya Makossa, interdit la tenue de ce meeting prévu justement dans la capitale provinciale du nord Kivu. Dans une correspondance transmise à l'interfédération de l'UNC, le maire de Goma se dit favorable à l'accueil de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, mais interdit le meeting sur la voie publique. Mais parallèlement à lui, le gouverneur militaire Constant Ndima a dit prendre acte de ce grand événement, a-t-on appris justement des sources du parti de Vital Kamerhe. Et pose de la première pierre pour la construction d'un centre de formation professionnelle au village Kiba, dans le territoire de Kambov, dans le Haut-Katanga. La cérémonie a été présidée vendredi par la ministre nationale de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou. C'était en présence notamment du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Jean-Paul Kimoné.
Cette cérémonie de pose de la première pierre du centre de formation professionnelle à Kapolo et Mission marque le début de la matérialisation du projet de développement à la base, dénommé 145 territoires, initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette première réalisation de ce vaste programme présidentiel ambitionne donc de doter le pays de la main-d'œuvre locale et qualifiée. Ce centre va ainsi former des techniciens et des artisans dans différents domaines, dont l'agriculture, la construction, la mécanique, la menuiserie et autres. Jacques Kaboulakatwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga, a par conséquent invité la population du territoire de Kambove à s'approprier de ce projet d'intérêt commun. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à autonomiser le peuple congolais, à bâtir un Congo fort, déjà dans nos territoires et localités. Pour sa part, la ministre de Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, est revenue sur l'objectif de ce centre qui vise justement la lutte contre la pauvreté et le chômage en faisant émerger la classe moyenne. Ce projet a eu donc la bénédiction des chefs des terres du territoire de Kambove par un rituel traditionnel. Étaient présents les députés nationaux et provinciaux, les membres du gouvernement provincial, des conseillers à la présidence et à la primature, les chefs religieux, la société civile et des nombreux habitants du territoire de Kambove qui ont apprécié à sa juste valeur une vulgarisation ludique et l'enjeu du centre professionnel par le groupe Nzembela. C'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, la spoliation de la concession de la succession Mobutu de 19 hectares situés non loin de l'hôtel Pullman Caravia de Lubumbashi. Les services de l'urbanisme viennent de rétablir la famille du feu maréchal Mobutu dans ses droits avec l'installation des bornes pour délimiter ce qui était propriété privée de l'ancien chef de l'État zaïrois. Étendue sur un espace de 19 hectares, cette concession appartenant à la famille du feu maréchal Mobutu, située sur l'avenue du Golfe à Lubumbashi, devant l'hôtel Pullman Caravia, a été spoliée par des particuliers se croyant dans une jungle. État des droits oblige, les propriétaires de cette concession viennent d'être rétablis dans ces droits. C'est ce qui justifie la pose des bornes pour délimiter la concession par les agents de l'urbanisme. Nous sommes ici pour la reconstitution de la succession Mobutu avec tous les services habilités pour permettre à ce que la succession Mobutu puisse entrer en possession de son bien qui avait tendance à être spolié. Cette propriété appartient-elle réellement à la famille Mobutu? Nous avons tous les documents qui délimitent la concession de la succession Mobutu, qui va jusqu'à 19 hectares. Et c'est le travail que nous venons d'achever maintenant et que nous pensons que la succession Mobutu est entrée en possession de son bien parce que les services habilités viennent de l'installer officiellement. Cet espace sera désormais exploité par la succession Mobutu, selon son avocat conseiller. La succession va disposer de son bien, c'est son bien, il va en faire ce qu'elle veut. La famille Mobutu, Sese Seko, ayant récupéré sa concession, l'affaire est donc close. Et dans la suite de l'actualité, au nom de Joseph Kabila, encore et toujours, Junior Mpetshi poursuit ses actions dans l'ancienne province orientale. Après le premier meeting ayant connu un grand succès, le coordonnateur de la SBL de soutien à l'ancien président de la République s'est rendu à un lieu très symbolique pour Kisangani et a distribué plusieurs vivres à l'occasion de la rentrée scolaire. Le visage de son leader dans un drapeau couvrant son buste, Junior Mpetshi a sillonné les rues de Kisangani jusqu'à cette place symbolique où reposent les victimes de la guerre des 6 jours, l'une des plus meurtrières vécues en République démocratique du Congo. Il y a 22 ans, au mois de juin, la ville de Kisangani dans le nord-est du pays était le théâtre d'affrontements meurtriers entre les armées rwandaises et ougandaises qui ont fait des centaines de morts pour le contrôle des richesses minières dans cette région. Sur place, le coordonnateur de la SBL Kabila Forever s'est incliné devant la tombe des victimes et a posé des gerbes de fleurs, se remémorant cet épisode très sombre de l'histoire de la RDC. Quelques mètres plus loin, Junior Mpetshi, toujours au nom de son ASBL de soutien à Joseph Kabila, l'ancien président de la République, mais aussi pour la bonne communication de ses œuvres, s'est rendu à l'orphelinat Saint-Laurent.
Sur place, profitant de la rentrée scolaire, période particulièrement difficile pour les parents, il a remis des fournitures pour suppléer aux efforts de ces derniers. Le parti politique MAPAR pour le Congo, par l'entremise de son coordonnateur national de la Ligue des jeunes, maître Jocelyn Pelenda, a présenté hier sa feuille de route sur la participation des jeunes au processus électoral. Deux jeunes venus de tous les coins de la capitale étaient présents à cette grande séance de présentation de la feuille de route de la coordination nationale de la jeunesse, animée par le coordonnateur de la Ligue de jeunes, maître Jocelyn Pelenda, accompagné de madame Arlène Milolongindu, coordonnatrice nationale adjointe. Cette feuille de route qui regorge en son sein plusieurs piliers qui, notamment, s'efforment sur l'objectif d'atteindre 5000 jeunes d'ici 2023. D'atteindre 5000 jeunes d'ici décembre 2023. Nous avons tenu à organiser cette séance pour présenter la feuille de route de la coordination nationale de la jeunesse, dont la confiance a été réservée à notre modeste personne pour l'animer. Et cette feuille de route qui regorge en son sein un certain nombre de piliers qui se forment autour de l'objectif 500 000 jeunes d'ici décembre 2023. Alors 500 000 jeunes, c'est notre objectif sectoriel que nous sommes en train de poursuivre d'ici décembre 2023 pour permettre à MAPAR pour le Congo, parti cher à M. Etienne Tshisekedi ou Tshisekedi, de pouvoir être classé en ordre utile dans les processus électoraux et pourquoi pas dans la bataille électorale. Pour le coordonnateur national de la jeunesse, cette étape n'est pas la dernière. La prochaine étape à suivre, il s'agit de mettre en place la cartographie d'abord, qui nous permettra de commencer le processus de mise en œuvre des actions, du plan d'action que nous avons élaboré. Et ce processus de mise en œuvre qui devra forcément passer par une série de séminaires et formations qui seront dispensés à l'attention de nos différents jeunes. Et l'actualité au Royaume-Uni, la dépouille de la reine Elisabeth II est arrivée à Édimbourg, capitale écossaise. Le cercueil est exposé au palais d'Holyrood. Mardi soir, la dépouille de la reine sera transportée par avion à Londres. Une longue journée de voyage se termine pour le cercueil de la reine Elisabeth II. À peine le 4 coups de l'après-midi sonné, qu'elle a fait son entrée dans la capitale écossaise. Après quelques mètres devant une foule massée le long de rues, sous les yeux émus et quelques applaudissements. 3 jours après sa mort, les programmes des obsèques de la reine Elisabeth II a été rendu public samedi par le palais de Buckingham. Ce dimanche, les cortèges funéraires ont entamé son dernier voyage pour chuter à Édimbourg, où le peuple britannique pourra rendre un vibrant hommage à celle qui a été un modèle pendant 70 ans au Royaume-Uni. La cérémonie de funérailles est prévue ce lundi à Londres, à l'abbaye de Westminster, à 11h. Après la célébration d'une messe en sa mémoire en la cathédrale Saint-Gilles. Le mardi soir, la souveraine retrouvera la capitale où il aura lieu l'enterrement dans une semaine, soit le 19 septembre prochain. Rappelons qu'un deuil national dans le jour a été décrété ce lundi par le roi Charles III et également son fils aîné, occasion pour plusieurs personnalités du monde d'y prendre part. Et dans l'actualité également, l'Amérique rend hommage aux victimes des pires attentats de son histoire, les attentats terroristes perpétrés par Al-Qaïda le 11 septembre 2001. En cette journée de deuil national, le président Joe Biden sera présent au Pentagone, là où même 184 personnes ont perdu la vie. Plusieurs cérémonies ont été organisées sur le territoire national afin d'honorer la mémoire des victimes. Il y a 21 ans, 2 avions de l'organisation terroriste Al-Qaïda s'étaient écrasés dans les tours jumelles à New York, tuant 2753 personnes. Et 3000 km², c'est la surface reprise aux forces russes par l'armée ukrainienne depuis l'offensive lancée ce mois de septembre. Mais pour les forces russes, il s'agit d'un repli stratégique pour se concentrer sur Donbass.
Le conflit russo-ukrainien est à son 200e jour ce dimanche. Une longue et très épuisante guerre pour les deux parties. Offensive depuis le début, les forces russes ont depuis quelques jours commencé à perdre du terrain. Sans coup férir, l'armée ukrainienne avance à grands pas et a déjà gagné 3000 km² de territoire aux forces russes depuis le début du mois de septembre. Si pour les analystes et médias occidentaux, il s'agit d'une victoire majeure pour l'armée ukrainienne, pour le porte-parole du ministère russe de la Défense, il s'agit plutôt d'un regroupement. Igor Konatchenkov affirme que les forces russes se regroupent afin d'intensifier les efforts dans la direction de Donetsk et d'atteindre les objectifs annoncés de l'opération militaire spéciale visant à libérer les Donbass. Lors d'un entretien téléphonique entre le président russe et le président français, Vladimir Poutine a tenu à attirer l'attention d'Emmanuel Macron sur les attaques régulières ukrainiennes contre les sites de la centrale des Zaporizhzhia, y compris le dépôt des déchets radioactifs, ce qui pourrait aboutir à des conséquences catastrophiques. Vladimir Poutine a dit à son homologue que les combattants ukrainiens poursuivent leur attaque en utilisant les armes livrées par les pays de l'Occident, des bombardements délibérés et massifs d'infrastructures civiles des villes du Donbass dont les civils souffrent. Place au rappel des titres à présent. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a une nouvelle fois récusé la composition de la CENI et celle de la Cour constitutionnelle. Emmanuel Ramazani Chadari l'a dit à la délégation de la Commission d'intégrité et médiation électorale qui est en consultation des parties prenantes aux élections. Alors qu'il entame une tournée dans l'est de la RDC ce lundi, Vital Kamerhe paierait le frais de l'état de siège. Le maire policier de Goma, Kabeya Makossa, interdit son meeting dans le chef-lieu de la province, mais Vital Kamerhe a quand même les bonnes faveurs du gouverneur militaire du Nord Kivu. Et dans le monde, le cortège funéraire de la reine Elisabeth II est arrivé ce dimanche à Édimbourg. Dernier voyage avant de regagner mardi Londres. Les funérailles d'État auront lieu le 19 septembre. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.